l'invité de la matinale. KTO Radio. 312 dossiers ouverts, 53 procès, une douzaine de condamnations. C'est le bilan du tribunal pénal canonique national, l'instance judiciaire inaugurée en 2022 à la demande des évêques de France. Je vous propose ce matin de revenir sur ces 3 premières années d'activité avec le père Bruno Gonsalve. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le promoteur de justice du tribunal pénal canonique national. On va revenir sur votre rôle. Mais tout d'abord, père Bruno Gonsalve, vous pouvez nous rappeler la volonté des évêques et le rôle confié au TPCN, c'est le tribunal pénal canonique national. Alors, dans l'intention des évêques, il y avait 3 objectifs. Le premier des objectifs, c'était de pouvoir faire face à des demandes légitimes que les procès en France, les procès qui concernent la matière judiciaire et pénale, soient réalisés dans de bonnes conditions, avec de vraies compétences, parce que il faut attendre l'affaire Prénat pour que finalement il y ait une prise de conscience qu'il faille vraiment faire fonctionner la justice canonique en matière pénale. Donc, la compétence avec des personnes qui peuvent faire fonctionner ce tribunal. Il y a aussi évidemment une question de dépaysement des causes, parce que les évêques, quand ils sont confrontés à des délits, bien, ce sont leurs propres sujets, des gens dont ils peuvent être très proches, des fois des prêtres qu'ils ont ordonnés. Donc, il y a toujours une distance affective qui peut jouer positivement ou négativement, mais en tout cas, ce dépaysement s'avérait nécessaire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on voit bien la nécessité d'une harmonisation des pratiques, une harmonisation aussi à la manière de la justice, pour éviter que les mêmes faits soient sanctionnés de façon très différente d'un diocèse à un autre. Et quelles sont les principales raisons qui font l'objet des poursuites canoniques ? Alors, j'allais dire, le tiercé de tête concerne malheureusement des délits que la presse a eu l'occasion de mettre en avant, à savoir d'abord des atteintes à la dignité des personnes. Donc elles peuvent être sexuelles ou pas, etc. Et nous savons combien ça a blessé l'Église et la société. La deuxième chose, ça concerne des abus dans le fonctionnement institutionnel, des abus de droit. Et puis la troisième chose, ce sont les délits financiers, c'est-à-dire des malversations financières, des personnes, entre guillemets, qui se financent à la place d'utiliser l'argent de l'Église pour sa mission propre. Comment s'articule la procédure canonique par rapport à la justice civile ? Est-ce qu'il peut y avoir une relaxe, par exemple, au civil, mais une condamnation canonique ? Il faut comprendre que nous pouvons sanctionner des délits que les institutions étatiques considéreront ne pas être des délits. Par exemple, vous voyez, le blasphème, l'hérésie, l'apostasie, toute une série de comportements, évidemment, qui n'intéressent pas l'État, à juste titre, eu égard à la séparation des églises et de l'État et de la neutralité de l'État en matière religieuse. Mais évidemment, pour nous, ce sont des fois des délits très, très graves. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi des fois des faits de société, j'allais dire, qui peuvent paraître complètement anodins, mais qui, pour l'Église, ne le sont pas. Par exemple, 2 adultes qui ont une relation entre eux, etc., bon, voilà, c'est consenti, il n'y a pas de difficulté. Sauf que nous, quand c'est un ministre ordonné qui est engagé au célibat, évidemment, pour nous, c'est plus problématique. Donc, il y a déjà une vigilance, parce que nous ne sanctionnons pas les mêmes comportements. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que nous n'avons pas la même manière de les considérer du point de vue de la prescription, c'est-à-dire, au bout d'un moment, quand un délai est passé, on ne peut plus poursuivre quelqu'un. Donc là encore, on a un point de vigilance. Après, au point de vue de la coordination, évidemment, nous respectons pleinement la compétence de l'État. Quand nous avons à ouvrir des enquêtes préliminaires, ça se passe toujours dans le cadre des conventions qui ont été signées pour les 3/4 des diocèses entre les procureurs et les évêques. Et puis, il y a un dialogue, parce que, j'allais dire, nous, évidemment, on n'entend pas gêner, évidemment, l'enquête de l'État. Et en même temps, des fois, nous avons des mesures prudentielles à prendre. Par exemple, si quelqu'un est soupçonné d'avoir posé des actes malveillants à l'endroit d'enfants, et que cette personne est en mission dans une école, nous, il faut quand même qu'on puisse réagir pour pas qu'il y ait de suraccident. Donc si on va un peu sur les chiffres de ce bilan de ces 3 premières années d'activité, 53 procès, une douzaine de condamnations, je le rappelle, au regard des demandes que vous avez pu recevoir, comment vous percevez ce premier bilan ?
Bien, ce que je trouve intéressant dans ce premier bilan, c'est que je pense que les personnes qui sont informées d'existence du tribunal ont bien compris comment ils pouvaient servir. D'abord, les évêques, les premiers d'une certaine mesure, vous voyez, quand vous êtes évêque aujourd'hui, vous êtes confronté à des difficultés multiples, vous êtes confronté à... On vous demande d'être compétent en tout. On ne peut pas demander humainement à un évêque d'être compétent techniquement dans une matière aussi précise que le droit. Donc la première chose, c'est la coopération avec les évêques. Euh, pour un accompagnement des causes et que justice puisse être rendue de façon correcte. La deuxième chose, c'est que nous servons aussi beaucoup de conseils canoniques et de ce point de vue-là, le chancelier reçoit toute une série de consultations et auxquelles ça permet aux personnes d'avoir, j'allais dire, une préévaluation quelquefois de leur situation. Il y a les personnes elles-mêmes qui ont bien conscience que quelquefois, le signalement sera peut-être plus facile pour elles à faire auprès du tribunal plutôt qu'à l'ordinaire pour des raisons, j'allais dire, qui peuvent être diverses. Donc, j'allais dire, de ce point de vue-là, on voit bien que le tribunal rend parfaitement assume les missions qui lui sont confiées. Même si, comme je dis toujours, nous sommes encore en chemin. On a été créé il y a 3 ans. Il a fallu mettre en place ce tribunal en même temps qu'il fallait assumer les premières causes qui arrivaient. Et puis, on fait aussi l'expérience que, ça je crois que c'est quelque chose d'important, c'est que nous sommes un tribunal judiciaire, c'est-à-dire que nous rendons les sentences selon la procédure qui est certes la plus longue de celle qui existe dans l'Église, mais qui permet surtout aux victimes de pouvoir faire valoir leurs droits directement devant le tribunal, de demander réparation. Et il n'y a pas énormément de tribunaux qui peuvent le faire, j'allais dire, dans le monde. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que la justice est pleinement rendue quand tous ceux qui en ont besoin peuvent y avoir accès. Et comment expliquer qu'il n'y ait que, entre guillemets, qu'une douzaine de condamnations ? Alors, il faut mettre ça en relation avec les causes qu'on appelle pendantes, c'est-à-dire en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui, quelquefois, sont résolues assez rapidement, assez facilement, parce que soit la personne mise en cause elle-même reconnaît les faits, soit parce qu'évidemment, il y a une grande facilité de procédure, mais il peut arriver aussi que dans certaines causes, il y ait plusieurs personnes qui demandent à avoir part à la procédure en raison des réparations qu'elle demande. Et ça, il faut avouer que, étant donné que petit à petit, des fois, les gens s'agglomèrent à la procédure, ça la ralentit d'autant qu'il y a ce qu'on appelle des tierces parties, donc des parties civiles. Donc aujourd'hui, c'est un bon signe du fonctionnement du tribunal, c'est-à-dire que les personnes font valoir leurs droits, mais évidemment, ça rallonge les procédures parce que autour de la question de la culpabilité d'une personne s'ajoute la question de la prise en compte des réparations qui sont dues à cette personne. Donc ça j'allais dire, c'est un critère. Après, il ne faut pas oublier qu'entre le moment où on commence à ouvrir un procès et au moment où on le termine, le droit demande qu'une première instance soit résolue en 18 mois. Nous sommes en dessous de cette moyenne pour l'instant, mais on voit bien que ce sont des procès compliqués et difficiles. Et pourquoi les peines ne sont-elles pas rendues publiques ? Alors, pour une raison qui est très simple, c'est que l'exécution des peines n'est pas dans les mains du tribunal. C'est-à-dire que nous rendons justice, nous disons ce qui nous semble juste, et après nous déférons à l'évêque du lieu nos résultats, nous les lui confions, et c'est l'évêque qui est le ministre de l'exécution des peines. Et dans l'exécution des peines, il y a la question de la publicité. Donc, si vous regardez bien, il y a des évêques ou des administrateurs diocésains qui ont rendu publiques certaines condamnations parce qu'ils estimaient que le scandale autour de ces affaires méritait aussi que la réparation qui avait été accordée et la justice faite devait être connue des gens. Et puis, il y a des fois, ce qu'on appelle des délits occultes, c'est-à-dire des délits pas connus. Et dans ces cas-là, quelquefois, le choix qui est fait, c'est une moindre publicité. Donc ça, j'allais dire, c'est dans les mains des évêques diocésains parce que ça aussi, il y a derrière aussi une considération pastorale. Donc voilà, nous ne sommes pas responsables de la publicité des actes et ce sont les diocèses qui l'assument. Et en cas de relax, des mesures disciplinaires peuvent quand même être prises par l'évêque ? Oui, c'est-à-dire vous voyez, les mesures disciplinaires, ce sont des mesures larges, c'est-à-dire elles peuvent tout aussi bien concerner un prêtre qui devient malentendant et à qui on va demander de plus confesser parce qu'il hurle pendant les confessions, ça s'appelle une mesure disciplinaire. Mais quelquefois, ces mesures disciplinaires, elles viennent accompagner des comportements qui, même s'ils n'ont pas été sanctionnés pénalement,
pose des questions morales, des questions d'éthique, des questions de comportement, des questions d'exercice du ministère. Et donc, dans ces cas-là, les évêques ont ce qu'on appelle des remèdes pénaux, des pénitences ou d'autres mesures disciplinaires qui encadrent la personne délinquante, qu'elle soit d'ailleurs prêtre ou laïque. Et en 2 mots, j'ai pas eu le temps de vous poser la question encore, mais quel est le rôle du promoteur de justice, votre rôle, et quel est son lien aussi avec la prise de décision d'un procès, qu'il y ait procès ou pas? Alors, le tribunal est un peu une instance bicéphale, ce qui est assez rare dans l'Église, pour la bonne raison qu'il y a 2 grandes séquences. La première, justement, la porte d'entrée du tribunal, c'est le promoteur de justice. Et quand je dis le promoteur de justice, je devrais dire le promotorat de justice, parce que j'ai 4 adjoints actuellement, il y a des équipes d'enquêteurs, enfin, c'est une équipe qui travaille collégialement. Et notre rôle, il est d'accueillir les signalements, de les vérifier et de les répercuter auprès des évêques pour qu'une enquête préliminaire puisse être ouverte. Quelquefois, les évêques eux-mêmes nous disent « Moi, je n'ai pas les moyens d'ouvrir cette enquête » ou « Je préfère un dépaysement de l'enquête, est-ce que vous pouvez l'assumer ?» Un troisième élément qui est très important, parce que c'est ce qui unifie les comportements dans l'Église de France, c'est le retour des enquêtes préliminaires qui sont de la compétence des évêques auprès du promoteur de justice pour qu'on rende ce qu'on appelle un votum, c'est-à-dire un avis sur ce qu'il convient de faire au terme de l'enquête préliminaire. Et enfin, la 4e action, c'est d'ouvrir le procès au nom de l'évêque diocésain qui demande cette ouverture et donc de représenter le ministère public, c'est-à-dire l'Église dans la procédure. Donc, il y a 4 missions essentielles, j'allais dire. Donc, tous les signalements arrivent aux promoteurs de justice, enfin ceux qui nous sont faits évidemment, et il n'y a que certains qui déboucheront sur un procès. Donc voilà, en gros la mission. Et le TPCN a en charge également des enquêtes préalables. Est-ce que vous avez des exemples de dossiers qui demandent vraiment beaucoup de travail ? Alors oui, on a des fois communiqué à leur sujet. Il y a 2 grandes enquêtes qui nous ont été confiées, celle qui concerne les missions étrangères de Paris et celle qui concerne les béatitudes. En fait, il peut arriver que certains délits concernent plusieurs diocèses. Et le risque d'enquête préliminaire, parcelée, c'est qu'on n'ait pas une vue d'ensemble sur l'interconnexion sur les comportements des uns et des autres. Donc, quand nous nous rendons compte que nous sommes confrontés à ça, nous proposons aux évêques d'unifier l'enquête préliminaire au niveau du tribunal pénal canonique national. Et pour finir, Père Bruno Gonsalve, j'aimerais que vous nous rappeliez comment et dans quel cadre on peut saisir le tribunal pénal canonique national ? Alors, la porte d'entrée, il y a un site qui s'appelle tpcn.fr où beaucoup d'informations sont accessibles. Et vous, selon ce que vous voulez faire, si vous voulez prendre juste un contact, si vous voulez une consultation juridique ou si vous voulez déposer un signalement, vous avez une adresse mail accessible et sur lequel vous tombez directement sur le promoteur de justice. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le mode préférentiel. On peut aussi envoyer un courrier au 56 avenue de Breteuil, toujours au nom du promoteur de justice. C'est les manières les plus possibles. Après, j'allais dire, une rencontre est possible, une visio est possible, le téléphone est possible. Tout va dépendre comment la personne veut rentrer en contact avec nous, parce que quelquefois, c'est très difficile pour les personnes de se découvrir, j'allais dire. Ça touche à l'intimité de leur personne. Et on tient à ce que les gens puissent venir tranquillement à nous, j'allais dire, au rythme, et souvent accompagnés par d'autres personnes qui les aident à faire advenir leurs paroles. Et rappelez également qu'un accompagnement des personnes victimes est proposé et mis en place par le tribunal pénal canonique. On doit s'arrêter là, Père Bruno Gonsalve. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le promoteur de justice donc, de cette instance judiciaire créée par les évêques de France. Merci à vous. Bonne journée, au revoir.